20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Premier gouvernement sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, entre militaires expérimentés et technocrates qualifiés. L'attelage de 25 ministres est destiné à placer le Sénégal dans la voie du progrès. Cette équipe censée incarner une gouvernance de rupture est-elle une Dream Team? Élément de réponse dans ce journal. À Matam, les langues se délient après la formation du nouveau gouvernement et les avis sont partagés. Pendant que certains dénoncent l'absence des cadres matamois de la liste, d'autres estiment que l'urgence réside dans l'achèvement des travaux entrepris par l'ancien régime. Dernier week-end avant la Korité, les tailleurs travaillent d'arrache-pied pour honorer leurs commandes. Les modèles sont divers et variés, mais les costumes africains, très appréciés du président de la République et de son Premier ministre, ont ravi la vedette aux autres modèles. Et puis, dans les ateliers de cordonnerie, par ailleurs, c'est pas encore le grand rush. Les artisans évoquent les soucis liés à l'accès au financement et l'essor de la production chinoise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cet accident qui a fait ce samedi 2 morts et 10 blessés graves. Le drame s'est produit à l'entrée de Numbelan, un village niché dans la commune de Barkedji sur l'axe Linguère-Matam. L'accident est causé par une défaillance mécanique et le véhicule dont le chauffeur roulant à vive allure s'est renversé. La voiture de type 4x4 se rendait au marché hebdomadaire de Younou-Ferré. Les 2 corps sans vie ont été déposés à la morgue et les blessés évacués à l'hôpital Magatlo de Linguère. Un autre accident mortel, cette fois-ci à Kunayan, un village situé dans la commune de Djendé. C'est à quelques kilomètres de Sédhiou. Un garçon de 11 ans à bord d'un vélo a été mortellement heurté par un véhicule. Le corps sans vie de l'enfant se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou, selon notre reporter Bakary Conté. À la une de l'actualité politique, cette rencontre du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, avec les membres de sa coalition Diomaye Président, ce samedi donc dans un hôtel de la place, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le gouvernement connu, la balle est désormais dans le camp des porteurs du projet. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Des militaires chevronnés et des technocrates rompus à la tâche composent le nouveau gouvernement sous la houlette de Ousmane Sonko. Cette équipe est-elle vraiment une Dream Team? Le commentaire est signé Chérif Diop. Numéro 2024-939 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Au football, on dirait que sur le papier, c'est du solide. Emballante, la nouvelle équipe gouvernementale regorge de tout ce que la technocratie sénégalaise a de plus brillant. Il fallait avoir du cran pour aller chercher dans la deuxième section des cadres de l'état-major général les généraux Biram Diop et Jean-Augustin Tine qui occupent respectivement les départements régaliens de ministre des Forces armées et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 2 pépites de l'écran national, notre armée républicaine. 2 hommes qui, à coup sûr, ne trahiront jamais le serment d'allégeance au drapeau national. Ces choix forts balaient d'un revers de main toutes les accusations de fascistes, séparatistes, islamistes et que sais-je encore, formulées contre le parti PASTEF et ses dirigeants barbus. Cette équipe part avec des préjugés favorables. À côté des militaires qui ont blanchi sous le harnais, figurent des visages familiers des Sénégalais, dont celui de l'ancien procureur de la République Ousmane Diagne, qui signe son comeback dans la vie publique. Le nouvel attelage gouvernemental met en lumière également des têtes pensantes du projet,
des technocrates rompus à la tâche qui jaillissent au grand jour. Et paradoxalement, c'est là que le bas pourrait blesser. Car les technocrates ont l'indélébile réputation d'être hors sol, à rebours de la proximité annoncée par le Premier ministre Sonko. Le risque, en voulant trop marquer la rupture, c'est de faire prendre des décisions politiques et administratives à des experts techniques, parfois rigides, et des hauts cadres qualifiés dans des domaines bien spécifiques. Or, sans une prise en compte holistique de la réalité sociale et sociétale du Sénégal, le résultat risque de ne pas être fameux. D'autres s'y sont cassés les dents. Cependant, on peut regretter la faible représentation des femmes, 4 sur 31 membres avec le PM, avouez que c'est très peu. Un gouvernement de rupture, d'appropriation des aspirations, des attentes des populations, de transformation systémique, de combat, diraient d'autres, mais peu importe les éléments de langage, le peuple attend de l'efficience. Car le taux de chômage frôle 20%, 30% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, le Sénégal cale dans les bas-fonds du classement de l'indice de développement humain, 169e pays sur 193. Face à ce chantier herculien, le Premier ministre s'est mis et a mis une pression terrible à son gouvernement de résultats. Objectif, atteindre les 5 priorités majeures définies au-dessus de la pile, la bouillante jeunesse. Les ambitions sont immenses, mais elles sont à la hauteur du grand espoir que suscite l'élection du plus jeune président du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social, projet qui va être mené tambour battant par le chef d'équipe Ousmane Sonko. Les jeux sont faits, la balle est dans le camp des porteurs du projet. Tous les ingrédients sont réunis pour que la supposée Dream Team fasse mentir ce vieil adage au foot qui veut que les meilleures équipes ne gagnent pas toujours. Et tout au long de la campagne électorale, la coalition Diomaye Président avait déclaré vouloir s'inscrire dans une dynamique de rupture avec les pratiques politiques classiques. Pour Babacar Fall du GRADEC, eh bien, c'est devenu une réalité. Cette annonce du gouvernement est devenue une réalité pour 2 raisons. D'abord, la première concerne l'effectif qu'il trouve plus que raisonnable et le partage de gâteaux qui semble y avoir été banni. Le voici au micro, le voici plutôt en visio. Alors, au vu de la composition de ce gouvernement, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il y a une double rupture. Une rupture d'abord par rapport à ce qu'on avait l'habitude donc de voir, des gouvernements pléthoriques avec des effectifs de 35 à 40 ministres. Je pense que le dernier gouvernement du président Macky Sall était à 39 ministres. Aujourd'hui, nous sommes à 25 ministres plus 5 secrétaires d'État. De ce point de vue-là, c'est une rupture. La deuxième rupture également, c'est en rapport avec les habitudes. Ce qui se passait, c'est qu'on avait l'habitude d'avoir des gouvernements de partage donc du gâteau. On avait l'habitude de servir donc vraiment les alliés à tout bout de champ, etc. Mais au vu de la composition de la coalition donc Diomaye, il y a eu jusqu'à plus de 200 partis et mouvements qui composaient donc la coalition. Il n'y a pas eu cette pratique qui a concerné, disons, à distribuer des Marocains donc un peu partout. On est allé chercher donc les compétences et lorsque nous regardons le profil des membres du gouvernement, on peut effectivement considérer qu'il y a une rupture par rapport donc aux vieilles habitudes qui consistaient un peu donc à recycler du personnel politique. Et les habitants de la commune de Tivaouane Peulh Niague expriment les maux qu'ils subissent au président Bassirou Diomaye Faye. Ils interpellent le nouveau régime pour des solutions face au mauvais état des routes, l'absence d'eau potable, de lycées et les multiples litiges fonciers dans leur commune. Ces habitants de Tivaouane Peulh Niague ont fait face à la presse ce vendredi. Le compte-rendu est signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. L'enclavement, le mauvais état des routes, le manque d'eau potable dans plusieurs quartiers sont là des difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la commune de Tivaouane Peulh Niague. Ils alertent déjà le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye. Très cher président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'on lui rappelle les mots attristés, mais aussi et surtout les mots incommensurables de la commune de Tivaouane Peulh Niague depuis 2014, dont de prime abord l'enclavement. En effet, notre commune qui est pourtant à 30 km du palais de la République n'a pas d'infrastructure de base, notamment de bonnes routes qui peuvent garantir et faciliter la bonne circulation. De même, la population souffre d'une panoplie de problèmes fonciers, l'anarchie sur les habitations et constructions illégales, des maisons autour du lac Rose,
l'entreprise Socabek qui ne cesse d'augmenter sa surface illégale qu'elle occupe à Tawfekh Socabek. On est actuellement plus de 200 000 habitants dans la commune, mais la population peine toujours à avoir de l'eau potable. L'insécurité galopante préoccupe également les riverains de Tivaouane Peulh Niague qui réclament dans la foulée l'érection d'un lycée dans la commune. Nous vivons avec une insécurité grandissante sans aucune mesure des autorités. Il est crucial de rappeler qu'il n'y a pas de lycée digne de ce nom dans la commune de Tivaouane Peulh Niague qui abrite plus de 18 villages. L'établissement d'un lycée moderne est une nécessité. Autre attente majeure des habitants de Tivaouane Peulh Niague, la mise en place par ce nouveau régime de mécanismes pour soulager les populations de Déniguette Nord, Bonobo, Keur Maremeng, entre autres impactées par la construction d'une usine de gaz dans la localité, le pôle urbain de Lac Rose et le prolongement de la VDN 3. Retour sur la formation du tout nouveau gouvernement à Matam au lendemain de la publication de la liste des ministres. Le sujet est au centre de l'actualité locale et si certains regrettent l'absence des cadres matamois de l'effectif, d'autres estiment que l'urgence réside dans l'achèvement des grands travaux entrepris au Fouta par l'ancien chef d'État Macky Sall. Le point, c'est avec Ali Bandalian et El Ajdi. Le constat fait couler beaucoup d'encre dans la région. Pour la première fois, pas un seul cadre de Matam dans un gouvernement depuis l'indépendance. Pas la fin du monde, selon l'ancien député Mamadou Abdoulaye Dem. Je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour la région de Matam, c'est qu'on règle les problèmes de développement. La route d'Animayo, qu'on finisse l'hôpital entamé de Wourossogui, l'université Souleymane Niang, l'aéroport de Wourossogui, l'aménagement des terres, qu'on aide les jeunes, les femmes, qu'on industrialise cette zone et qu'on développe l'élevage. Ce n'est pas des considérations, les identités des ministres. Le reste, pour terminer rapidement, on ne peut pas combattre l'opposition et quand ils arrivent au pouvoir, on souhaite être invité au banquet. Du côté des hommes du nouveau régime, les priorités se trouvent plutôt dans la réalisation du projet. Car, selon Barka Cissé, cadre de PASTEF, c'est une équipe de 25 ministres pour le gouvernement de tout le Sénégal. J'entends ces supputations depuis la mise en place du gouvernement. Mais en tant que cadre de la région de Matam, je tiens à préciser l'ensemble des patriotes ou bien les Sénégalais de tous bords qui ont accepté d'accompagner la coalition Diomaye Président et Président Ousmane Sonko l'ont fait autour d'un projet. Et dans ce projet, je pense qu'il n'a jamais été nullement question de partage de postes ni de territorialisation des postes. Ce dont nous sommes convenus avec la coalition, c'est que quels que soient les lieux, que nous allons partir à la recherche des compétences pour donner corps à ce projet-là. Face aux nombreuses réactions au lendemain de la publication de la liste du gouvernement, Bokar Diako, inspecteur de la jeunesse, estime que l'essentiel se trouve ailleurs. En 2012 en 2024, on a eu un ministre de la Justice, on a eu un ministre des Télécommunications, on a eu un ministre de l'Éducation, on a eu des DG, on a eu des PCA. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, la couverture du réseau, ça reste à voir. Donc je pense que les priorités sont ailleurs. J'appelle tous les jeunes à faire bloc vraiment pour que les prochaines séances électorales, qu'ils puissent montrer qu'ils sont vraiment des acteurs du changement, mais pas des spectateurs. Largement battu par Benno Bokk-Yakaar à la dernière élection présidentielle, la question qui s'impose aujourd'hui est de savoir comment la nouvelle majorité au pouvoir réagira-t-elle pour tenter de renverser la tendance à Matam. Inspectrice de la jeunesse et du sport, Khady Diène Gaye hérite du volumineux ministère de la culture, du sport et de la jeunesse, un portefeuille ministériel qu'il faudra, selon l'ancien directeur de la haute compétition, restructurer pour atteindre les objectifs. Parmi ces derniers d'ailleurs, la refonte du code du sport et son financement. Le reportage est de Chersali Boudjara. Première femme portée à la tête du sport sénégalais, Khady Diène Gaye va s'occuper en plus de la jeunesse et de la culture dans un seul ministère. Tâche difficile et complexe en termes de mise en œuvre. La jeunesse, le sport et la culture ne sont pas des départements ministériels de souveraineté, mais ils ont un rôle essentiel à jouer dans la stabilité d'un pays, dans la cohésion sociale et dans l'image de marque du pays. Donc il faut attendre la nouvelle structuration de ce département pour voir effectivement ce que donne la mise en œuvre. Mais encore une fois, je le répète et je le soutiens, c'est un département très lourd au vu des enjeux du sport, au vu des problématiques que pose la jeunesse et au vu du poids et de la signification
de la culture. Inspectrice de la jeunesse et du sport, Khadija Ngaye est une femme du Sérail, appelée à mener à bien la refonte de la charte du sport qui date de 1984. Comme nous le savons tous, le sport c'est 4 dimensions. Ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire les ressources humaines, l'encadrement technique, administratif et les dirigeants, là où on le pratique, c'est-à-dire les infrastructures et les équipements, les moyens de le pratiquer, les ressources, mais aussi et surtout comment l'encadrement de cette pratique, c'est-à-dire les textes réglementaires. Et tant que nous n'aurons pas des textes adaptés à l'évolution du sport, on aura effectivement énormément de problèmes et de crises au sein du associatif. Donc, je pense que l'élaboration d'un code adapté au contexte et à l'évolution est plus qu'une nécessité, c'est même une priorité dans le domaine du sport. Autre changement très attendu, le mode de financement du sport sénégalais. Et jusqu'à aujourd'hui, les moyens de prise en charge du sport par l'État est inopérant. Inopérant parce que simplement, c'est l'État qui prend en charge l'essentiel des charges au niveau du sport. Il y a 2 mécanismes qu'il faut mettre en place. Une fondation alimentée par des ressources privées et gérée de manière tripartite entre le monde associatif, l'État et le secteur privé, et un fonds alimenté essentiellement par l'État à travers des taxes sur certains produits. Et pour moi, c'est la fondation qui doit en réalité intervenir dans la gestion du haut niveau et le fonds dans la gestion du sport de masse. Autant d'attentes sur la table du ministre Khadija Ngaye qui totalise plus de 20 années au service de la jeunesse et du sport. L'occasion pour elle d'apporter la rupture annoncée dans le programme du président de la République. Et dans l'actualité de ce 6 avril, également le collectif des sous-traitants de Dakarnave qui a exposé ses inquiétudes face à la tentative des autorités de la pêche qui, selon les membres de son collectif, veulent signer l'arrêt de mort de leur outil de travail. Selon le collectif, ces autorités ont voulu octroyer la concession de ce chantier naval sans appel d'offres à une autre société en violation flagrante des règles de passation de marché public, une chose que le personnel sous-traitant de Dakarnave n'est pas en mesure d'accepter. En conférence de presse, ils invitent le nouveau gouvernement à clarifier les choses au plus vite. Papa Lifey est le coordonnateur des sous-traitants de Dakarnave. Je vous propose de l'écouter avec Habib Faye. D'attirer l'attention des nouvelles autorités, en l'occurrence monsieur le premier des Sénégalais, monsieur Bassirou Diomaye Faye, le nouveau régime et comme cheval de bataille vraiment la lutte contre la corruption, pour vraiment qu'il puisse diligenter le plus rapidement possible le dossier de Dakarnave. Parce que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, 1700 pères de famille, alors 2 personnes pour leurs intérêts crypto-personnels, vouloir faire basculer la vie de 1700 pères de famille. Alors là, nous les sous-traitants de Dakarnave, on ne peut pas rester les bras croisés. Et nous serons vent debout pour défendre notre outil de travail. Et nous attirons encore une fois de plus l'attention des autorités là-dessus. Vraiment, quand ils veulent lutter contre la corruption, ça c'est un phénomène patent pour Dakarnave. Et ça sera, comme je vous l'ai dit tantôt, le premier dossier que nous comptons poser sur leur table. Au niveau de Dakarnave, c'est la sous-traitance qui assure pratiquement 70% du travail qui se fait à Dakarnave. Culture et cinéma plus précisément avec la projection du film Thiaroye 44 de Sembène Ousmane à l'hôtel de ville de Sédhiou, une initiative du conseil municipal. Selon les initiateurs plutôt, ce film reflète à la fois la bravoure, le courage, l'amour de son terroir, la citoyenneté et le civisme. Ils invitent alors les jeunes à s'en inspirer. Le point, c'est avec Bakary Conté. Les associations de jeunes et enfants sont venues de tous les quartiers de Sédhiou pour suivre cette projection de film de Sembène Ousmane, Thiaroye 44. Le conseil municipal des enfants, c'est une structure qui, d'emblée, doit défendre les droits des enfants et là pour représenter les enfants. Mais nous sommes aussi conscients de nos devoirs envers la nation. Nous savons aussi que nous devons apporter quelque chose à la nation. Et c'est ce devoir de patriotisme, de citoyenneté qui nous a poussé à nous intéresser à ce film qui révèle vraiment l'esprit citoyen, l'engagement patriotique
et le sacrifice, le don de soi pour la nation dont nous avons besoin. El Hadj Sadi Ndiaye, chargé de la protection des enfants, zone UNICEF Kolda, salue cette initiative. Appeler les jeunes, les enfants des autres associations venir regarder cette projection de film, faire des commentaires, discuter, voir la morale de ce film. Je pense que c'est une excellente initiative et c'est ce qu'on attend du conseil municipal de l'enfant, qu'il puisse regrouper les jeunes, regrouper les personnes autour de l'essentiel. On parle bien du civisme. C'est revenir vers le civisme, retrouver nos valeurs, les fondements qui ont bâti cette société-là. Le président du conseil consultatif des enfants et jeunes du département de Sédhiou a saisi l'occasion pour lancer un appel au président de la République sur l'adoption du projet du Code de l'enfant. Tout en félicitant le président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, nous pensons qu'il est temps que le Code de l'enfant soit adopté au Sénégal, parce que ça fait plusieurs années, depuis 1990, le Sénégal a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Et jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un code de l'enfant au Sénégal. C'est quelque chose qui nous fait vraiment mal. Aussi, l'institutionnalisation du Conseil municipal des enfants. Ces enfants encadrés par Enfance et Paix et UNICEF s'engagent à s'impliquer davantage à la citoyenneté et au civisme. Allez, on s'intéresse au dossier de la rédaction à présent. La campagne électorale semble avoir affecté leur chiffre d'affaires et freiné leur clientèle. Mais n'empêche, les tailleurs travaillent d'arrache-pied pour satisfaire la demande en cette veille de Korité. S'y ajoute la numérisation des designs qui leur permet de gagner plus de temps afin de respecter les délais fixés. Cette année, les modèles sont nombreux, comme chaque année, mais les costumes africains récemment arborés par le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye semblent avoir remporté la palme. Le dossier est signé à Faye. Une équipe de jeunes qui s'attelle à terminer les finitions de chaussures. Trouvée dans son lieu de travail, Sonia règle les derniers détails pour la fête de Korité. Couturière de profession, elle s'active au quotidien pour satisfaire sa clientèle avec ses belles tenues. Plaisir parce que c'est un grand plaisir pour moi de voyager et de revenir investir dans mon pays. Même si c'est un peu risqué des fois parce qu'on ne sait jamais à l'avance si les gens vont aimer ou pas nos produits importés. Elle n'est pas seule dans son genre car ces jeunes partagent avec elle la même profession. Jadis, peu considérée. Aujourd'hui, avec la modernisation, des évolutions sont notées. C'était plus simple de coudre des vêtements avant quand on utilisait le biais coton ou biais soutien. En plus, il y avait moins de frais. De nos jours, les tailleurs sont très doués. Ils confectionnent de beaux modèles qu'on ne voyait que dans les autres pays. Ils en font même de bien meilleure qualité. Nous faisons régulièrement des shootings que nous postons ensuite sur nos différents réseaux sociaux avec nos numéros de téléphone. Comme ça, les personnes intéressées peuvent facilement nous contacter. Le numérique entre dans la danse avec la possibilité de concevoir de nouveaux designs encore mieux élaborés au grand bonheur des professionnels. Auparavant, nous faisions le travail manuel, mais avec les ordinateurs, il devient facile. Nous gagnons plus de temps avec le numérique. 30 minutes ou 1 heure de temps. La programmation nous facilite la tâche. Les ordinateurs nous permettent de faire de nouvelles créations, en plus de nous aider à gagner assez de temps. Des moyens pas à la portée de tous. Les machines à coudre ordinateurs sont très sophistiquées, mais les Chinois nous les vendent à 7 millions de francs CFA. Non seulement c'est très cher, mais ce qui nous dérange le plus, c'est le fait qu'ils reviennent ensuite nous concurrencer dans notre propre pays, en faisant la même chose que nous. La concurrence existe dans tous les domaines. On veut toujours faire mieux que les autres. Cette année, la tendance est le blocard, le djipir, le bazin et les tissus brodés. Ce sont les tissus les plus prisés cette année. En plus, on peut en faire des modèles pour les enfants ainsi que pour les femmes qui préfèrent en faire des tuniques très chic et faciles à porter, comme le modèle que je porte actuellement.
Il y a les grands boubous et les filafili qui sont en vogue. Nous en faisons de jolis modèles. Le consommé local commence à s'ancrer dans les habitudes vestimentaires et les nouvelles autorités y ont joué un grand rôle ces derniers jours, selon ces professionnels. On doit valoriser nos produits locaux. Je remercie le nouveau président de la République qui nous a réjouis lors de ses dernières sorties en faisant la promotion du Made in Sénégal avec ses tenues. Le costume africain est un style vestimentaire très correct. On peut le porter partout et en toutes circonstances. Vous avez vu le président Diomaye avec ce look Karadio 3 pièces. Une pratique à encourager. Il faut promouvoir le Made in Sénégal. Les jeunes tailleurs sénégalais confectionnent de beaux modèles de djellaba qui n'ont rien à envier à ceux venant de Dubaï. La campagne électorale a pris notre temps, ce qui a chamboulé notre travail d'ailleurs. La tendance Korité ne s'est pas faite à notre guise. Nous créons tout de même des motifs très chics, très élégants. Toutefois, les tailleurs invitent le nouveau gouvernement à mettre en place des mécanismes pour la valorisation des produits locaux. On doit aider les jeunes talents en montrant leur potentiel. C'est pour moi la chose la plus importante à faire. Le Sénégal est différent du Nigeria, où le président et les ministres sont les premiers à promouvoir leurs produits locaux. Et pourtant, les tailleurs de ces pays ne sont pas plus talentueux que les nôtres. À quelques jours de la Korité, le marché est inondé de tissus en vogue. Les tailleurs font des pieds et des mains et passent même des nuits blanches pour satisfaire la clientèle. Seul hic, cette année, la campagne électorale qui a ralenti leur business et causé la rareté des clients. Allez, à présent, un zoom sur le secteur de la cordonnerie locale. Nos équipes se sont rendues à la rue 11, à la Médina, fief des artisans sénégalais, à la rencontre de jeunes pleins de créativité. Toutefois, la rareté des clients freine leurs activités. Autre difficulté soulevée, le manque de financement, mais aussi et surtout l'essor de la production chinoise sur le marché sénégalais. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont rencontré ces artisans en reportage. Une équipe de jeunes qui s'attelle à terminer les finitions de chaussures. Une production destinée aux commandes pour la fête de Korité. Nous sommes à la rue 11 de la Médina. Les clients se font désirer à quelques jours de la Korité. Comparé à l'année dernière, notre chiffre d'affaires a considérablement baissé. Dans la confection de chaussures, ils sont en même temps cordonniers et stylistes. Nous avons le savoir et le savoir-faire. Seulement, nos moyens sont très limités. Il y a beaucoup d'étrangers. On a des clients maliens, des clients guinéens, même des clients sénégalais. Mais la plupart de nos clients sont des Guinéens, maliens. Style classique alliant modernité, des matières premières qui subissent parfois le coût du marché. Les coûts de la matière première ont flambé et cette augmentation est indépendante de notre volonté. Cela se répercute forcément sur les prix. Avant, les sandales se vendaient à 1800 francs CFA en gros, mais actuellement c'est 2000 francs. Ou plus même. C'est pareil pour les chaussures en talons. Les prix ont pratiquement doublé en un temps record. Les prix ont augmenté à cause du nombre d'acheteurs. Si par exemple les Chinois ont vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont intéressés par ces matières premières-là, ils vont augmenter leurs prix. C'est pour cela, nous aussi, si on revend ça, on va augmenter les prix. Les prix qui étaient de 2000 francs, on le revendait ici à 3000 francs. Par exemple, le mètre de la toile, ça a coûté à 2000, 2500. Maintenant, on le vend à 3000 francs. Tout ça, c'est à cause de l'augmentation des prix importés, de l'augmentation des matières. L'industrie chinoise, un frein à leur activité.
Le constat est là, il est amer. Les chaussures importées ont freiné nos taux de vente. Une préoccupation, le défaut de financement. Nous n'avons aucun financement de la part des autorités. Nous souhaitons vivement que les choses bougent pour mieux exporter nos produits. Avec l'appui de l'État, ces artisans de la chaussure espèrent mieux s'ouvrir au marché mondial. Maïmouna Ndiaye, Maudou Diop, merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce 20h qui est à présent terminé. Excellente suite de programme en notre compagnie. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, bien QG spécial Serigne Touba avec Pape Cheikh Diallo et toute son équipe. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Bonne soirée.